Docteur Kamel Mouana, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces questions qui vont nous éclairer sur la situation humanitaire au Liban. Mais d'abord, on va rapidement évoquer votre parcours personnel et celui du Liban qui fait que la situation aujourd'hui est si compliquée. Moi, je suis du sud Liban, je viens du sud Liban, d'une famille paysanne très modeste, d'une famille de 11 enfants. Et mon père, c'était un marchand de bétail entre le Liban et la Syrie et la Palestine. Et à l'époque, c'était pas commun qu'une famille modeste aille dans des écoles, surtout les grandes écoles. Et mon père avait découvert que certaines familles syriennes envoyaient leurs enfants étudier à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Il a eu comme ça cette contagion d'envoyer, et c'était pour des garçons. Alors mes frères les plus âgés sont allés dans les grandes écoles et aussi après en France, ils ont fait des études de médecine, de droit et tout ça. Et à mon tour, mon père n'avait plus d'argent. Alors, moi, je n'ai étudié que dans les écoles publiques. Les écoles publiques au Liban, leur niveau est beaucoup plus bas que les écoles privées. Et je voulais faire médecine comme mon frère aîné. Alors, mon père a vendu un morceau de terre et comme ça, je suis venu ici à Grenoble. Et ici, j'ai fait ma première année de médecine. Je suis tombé amoureux d'une collègue à la faculté. Je me disais, mon père m'a envoyé ici pour faire des études, non pas pour me marier. Alors, on s'est mis d'accord, elle est de Lille. On change de ville tous les deux. Je suis allé à Tours, j'ai continué mes études là-bas, et j'ai été élu le premier secrétaire général de l'Union générale des Libanais en France. Ça a regroupé 7000 étudiants. Donc là, on est autour de 1965. Oui, 65, 66, oui. Et quand Israël avait attaqué en 1968 l'aéroport de Beyrouth, il a détruit la flotte aérienne libanaise. J'ai envoyé tout de suite une lettre de protestation au général de Gaulle pour prendre des sanctions contre Israël. Et à l'époque, il a fait le boycott de vedettes de Cherbourg. Et moi, avec mes collègues étudiants libanais, on a occupé notre ambassade à Paris pendant 24 heures pour protester parce que l'armée n'a pas réagi. Et en 1969, le 23 avril, il y avait une manifestation pour soutenir la cause palestinienne. Et on a tiré sur les manifestants. J'ai occupé alors, et encore une fois, l'ambassade et le consulat à Marseille. Un mois après chaque semaine, j'étais convoqué par les renseignements généraux et tout ça pour des informations. J'ai été l'objet d'un arrêté d'expulsion par Marcelin, mais il y a eu une grande campagne de l'UNEF, des ambassadeurs arabes, des Libanais arabes. Sartre a signé une pétition, mon avocat a été rendu main et l'arrêté a été abrogé. L'Algérie m'a offert une bourse pour continuer mes études et après je continuais mes études ici et on a formé un comité de soutien. On m'appelait à l'époque les bandits arabes. Je suis en 68 ans et je faisais des conférences à Nanterre. Et après, on a formé un comité de soutien à la révolution en Palestine, à la révolution au Dhofar dans la péninsule arabe, au Yémen du Sud aussi. Et je me suis porté volontaire. J'ai travaillé 6 mois là-bas, j'ai marché pieds nus, tout ça, c'est une expérience très enrichissante. Et quand je suis revenu au Liban, j'ai ouvert un cabinet, j'ai travaillé comme pédiatre à l'hôpital grec-orthodoxe, j'ai enseigné à la faculté, mais je commençais à travailler dans les camps palestiniens et dans les quartiers populaires libanais. Et j'ai vécu le siège du camp palestinien Tel Zat à Renaba, j'ai été blessé là-bas. Une équipe de MSF présidée par... Ok, est-ce que vous pouvez situer dans le temps là? C'est 1982, à l'époque de Sabra Sabra et et Shatila. en 1975. 1975, Le d'accord. début de la guerre civile au Liban. D'accord. Et moi, je me suis porté volontaire. Et une équipe de MSF est venue travailler avec moi. Et tous les médecins sont partis. Eux, ils sont partis aussi. Ils avaient peur de la situation. Je suis resté le seul médecin. Et là, on parle de double standard. Eux, dont le média était 2 euros, qui ont quitté. Et moi, je suis resté jusqu'à la fin. J'ai été blessé. Ils ont écrit un livre de 1200 pages. Personne ne me connaît. Une ligne. Kamel, son mon nom de famille. On lui a dit qu'on va partir. Il a dit oui, il était compréhensif. Bernard lui demande de sortir avec eux. Il a aussi les épaules. Il a souri. Moi, il dit je reste. Je suis resté jusqu'à la fin. Je suis sorti après. Bernard, vous parlez de Bernard Kouchner. Oui, c'est ça. Oui, 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 d'accord. Oui.
Et après, je suis allé avec les gens qui ont quitté Nabaat al-Za'atar dans une autre ville d'amour. J'ai vécu avec eux et là-bas, j'ai fondé une ONG avant à Hamel qui s'appelle le Secours Social, libanaise, mais qui travaille dans les camps palestiniens. Mais en 1978, Israël avait attaqué le sud Liban. Et ma ville, c'est une ville frontalière, Khiam. Ils ont détruit complètement ma ville. Et ça a été vidé. Il ne restait que 55 vieillards. Ils les ont réunis aux endroits. C'était un massacre collectif. Et la première maison qu'on a fait sauter et qu'on a pillée, c'est notre maison familiale. C'était une vengeance des agents d'Israël. Parce que nous, on est des paysans, comme je l'avais déjà dit. Mon père, c'était le vice-maire pendant 40 ans à la municipalité de Khiam, qui est très actif. Et les féodaux, on faisait un combat contre eux. Et ils nous attaquaient avec des hachettes, avec des mâches, avec des couteaux. Et moi, je me rappelle, et là c'est très significatif, que j'étais très jeune, comment le fils du chef féodal insultait ma mère. Vous savez, ce sont des choses qui restent dans votre esprit, là. Bien sûr. Et ça, justement, on parle dans le livre sur ma biographie du gène du Sud. Alors, j'ai fondé à l'époque une organisation qui s'appelle Hamel, non confessionnelle. Hamel qui veut dire travail ou espoir en arabe. Hamel, c'est ouvrier. Celui qui travaille. Qui fait rendre le fer, qui fait le changement. Et ça symbolise aussi autre chose, parce que cette région, le Sud-Liban, c'était à l'époque le symbole du conflit israélo-arabe. Notre région est très pauvre. La privation, on a vécu dans des situations très difficiles à l'époque parce qu'on a développé au Liban seulement le centre et on a négligé les périphéries. Et aussi, c'est une région où il y a toute la communauté libanaise, toutes les communautés vivent là-bas. C'est un symbole de citoyenneté. Et aussi, on a vécu le drame palestinien en 1948. Les Palestiniens sont restés chez nous de 48 jusqu'à 52 avant la création de camps palestiniens. Mais le vrai départ de Hamel, c'était en 82, la deuxième invasion israélienne. C'était le siège de Beyrouth ouest de la banlieue sud. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait intercaler à ce moment de l'interview justement une rapide chronologie des événements du Liban, cette situation très difficile où le Liban se trouve aujourd'hui, en 1-2 minutes, parce qu'après il va falloir avoir le temps de parler aussi de la situation actuelle et de l'action concrète de Hamel et de ce que vous faites en tant que coordinateur général du collectif des ONG libanaises et arabes, ce qui n'est pas rien. Où est-ce qu'il faut remonter pour trouver la source des problèmes du Liban actuel? C'est la Première Guerre mondiale, les accords secrets Sykes-Picot entre la France et l'Angleterre contre l'Empire ottoman, l'exode des Palestiniens. Le Liban a été créé par une volonté française en 1920 pour une communauté libanaise. Maintenant, le Liban, si vous voulez, c'est un symbole de coexistence entre les différentes religions. C'est un peu l'antithèse de l'État d'Israël où il faut être juif pour être israélien. Et le Liban, je le définis comme le miroir et le laboratoire de la région. Tous les problèmes de la région ont eu une place ici. Mais le Liban, c'est le pays des ressources humaines par excellence. Le pape Jean-Paul II, il a dit du Liban, c'est un pays message. Vous savez, on a beaucoup de diversité, on a beaucoup de culture, c'est un pays qui est très beau. Et même les Libanais sont très intelligents, ils sont partout, ils ont construit avec les Palestiniens les pays du Golfe, c'est ce que je dis à M. Macron quand il a visité le Liban, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique latine. On a offert un modèle de solidarité avec les réfugiés syriens en 2011. On a 1,5 million. Ce que je disais ça aussi à M. Macron, ce qui équivaut à M. Le Drian avec Hollande avant, quand il a visité le Liban, c'est équivaut à 170 millions en Europe. En Europe, on a fermé les frontières, on n'a pas appliqué la 4e convention de Genève, on n'a pas appliqué la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est un phénomène de solidarité que les Libanais ont offert avec les Syriens. Mais les Syriens, avant, pendant la guerre civile, ont reçu 200 000 et pendant l'invasion israélienne en 2006, ils ont reçu 260 000. On a chez nous, vous savez ça certainement, l'hospitalité. On a cette solidarité dans notre région. Oui, ça fait on a partie, offert un modèle de solidarité. Même après l'explosion du port, on a
on vit toujours ces phénomènes de Donc, solidarité au cette Liban. explosion du port, c'est cet arsenal qui a, enfin, arsenal, c'est peut-être pas le, voilà, cet énorme centre qui a explosé assez récemment donc à Beyrouth, hein. Oui, Voilà. oui, oui. Ouais. Il y a eu 300 000 déplacés, mais ils ont été logés soit chez des amis, soit chez des parents, soit restés sur place. On n'a pas vu des familles dans des écoles publiques comme d'habitude. Et ça exprime encore une fois la solidarité entre les Libanais. Voilà. Mais Combien de Palestiniens ont été accueillis progressivement et aujourd'hui on estime à combien la population palestinienne au selon Liban? les chiffres officiels, on parle de 400 000. 400 000 uniquement. 400 000. Mais je crois qu'il y a moins. Il y a moins. Mais dans les chiffres de l'UNRWA et du gouvernement libanais, 400 000. Et on a 1,5 million de réfugiés syriens, ce qui équivaut à 22 000 en France. Alors en France, il y avait 10 000 Roms, on les a expulsés. Et je disais aussi à M. Macron, quand il a visité un de nos centres, je lui ai dit, vous parlez depuis 2 ans de 6 000 migrants à Calais. Et nous, on a 1,5 million, et ça m'amuse de sortir dans les télévisions françaises et tout ça. Là, je vous dis ça, je veux vous dire d'un côté combien il y a ce phénomène de solidarité qui est très important dans notre pays, mais malheureusement, avec la présence des réfugiés au Liban depuis déjà 10 ans, un peu plus, et aux réfugiés palestiniens, aussi l'exercice de la classe politique au Liban. Il y a mon ami Dr Korn, il parle de l'autisme entre la classe politique et la population. Maintenant, malheureusement, selon la Banque mondiale, on a 55% des Libanais au-dessus du seuil de la pauvreté, dont 27% dans une pauvreté extrême. On a les Syriens... Alors, pardon, en dessous du seuil de la pauvreté. Hein. Oui, les 55, oui, mais en dessous. Une pauvreté extrême. C'est 27%. Alors, cette crise économique du Liban, dont pas forcément énormément de personnes ont entendu parler et comprennent encore moins les tenants et les aboutissants, elle vient des multiples guerres, de la destruction du Liban par les bombardements, d'une corruption interne ou externe. Comment on peut l'analyser? Parce que c'est une des questions humanitaires aujourd'hui. Je suis médecin. Oui, vous n'êtes pas économiste, mais en même temps vous êtes pris dans ça. Non, je suis médecin, oui. Je vous donne une sorte de blague mais qui exprime la situation. Ça fait 50 ans au Liban qu'on est en état d'urgence. Et je dis en tant que médecin... En préparant l'émission, vous me disiez que le gouvernement, enfin, que le pays est tenu par 7 leaders. Oui, alors ça fait... avec beaucoup de liberté, mais pas de démocratie. Oui, justement, il y a, je vous ai dit, là, il y a... depuis 50 ans, on est en état d'urgence. Et c'est injuste dans une vie de vivre 50 ans en état d'urgence et ce n'est pas encore fini. Et maintenant, au Liban, il y a une classe politique, il y a un système confessionnel. On exploite dans le confessionnalisme les leaders politiques. Il y a 7 personnes qui ont la décision entre leurs mains et ils ont tous des amitiés avec l'extérieur. Au lieu d'utiliser cette amitié pour l'intérêt du Liban, c'est souvent pour l'intérêt des forces de l'extérieur. Et le Liban, je crois, doit être, si on avait un pouvoir juste et qui travaille pour l'intérêt du peuple, être le leader de tout le monde arabe. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un pays de ressources humaines par excellence, le Liban. Mais on a réussi de travailler sur le plan collectif, mais pas sur le plan individuel, mais pas sur le plan collectif. Et c'est le sens pour lequel Amel a pris comme slogan la pensée positive et l'optimisme permanent. Alors, cette crise maintenant qui s'aggrave, on a une pénurie en médicaments, même pour les vaccinations, ça avance, mais pas suffisamment. Même au niveau de la nourriture, il y a un manque, par exemple, de lait pour les enfants, la nourriture pour les familles. Maintenant, on trouve les gens chercher dans les poubelles de quoi manger. C'est une situation qui est très mauvaise. Mais moi, je crois beaucoup des responsables, que ce soit libanais et non libanais, parlent de l'effondrement du Liban. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, vous savez, le Liban a été créé avec une culture occidentale. Maintenant, certains politiciens au Liban, ils poussent pour qu'il y ait un travail avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran. Et ça a un peu poussé la France, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Ils se sont réunis récemment, les 3 ministres des Affaires étrangères,
pour soutenir un peu le Liban. Mais la vraie crise maintenant, ça fait 8 mois, on est sans gouvernement. Sans gouvernement, Ça, à c'est un cause des problème conflits récurrent. entre Oui. politiciens, des conflits d'intérêts. Alors, on se rappelle qu'au Liban, les postes clés du gouvernement sont répartis entre les communautés religieuses. Oui, c'est ça, c'est un système. Justement, Amel, c'est une ONG non confessionnelle. Parce que, et c'est notre slogan principal. Comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse, géographique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Et Amel, c'est une grande ONG. Il y a 28 centres au Liban. Il y a 6 cliniques mobiles. Il y a 2 unités mobiles éducatives. Il y a une unité de protection pour les enfants de rue avec les enfants, les familles sociales. On a 1100 employés à plein temps qui travaillent à Amel. On est complètement, on a créé Amel sous l'ombrelle du mouvement national, la gauche libanaise, mais en 82, pendant l'invasion israélienne, il n'y avait plus le mouvement national. Mais Amel a continué comme une ONG indépendante, mais acceptée par tout le monde et qui est devenue internationale. Et c'est la raison pour laquelle je suis maintenant à Grenoble pour assister à l'Assemblée générale de Amel France. Et Amel joue le rôle de catalyseur. Et moi, je suis le coordinateur général du collectif de grandes ONG du Liban et des grandes ONG dans le monde arabe. C'est cette laïcité d'Amel qui permet de coordonner des ONG. Je ne sais pas si la question est pertinente, mais il y a aussi bien des ONG sunnites que chiites, etc. dans cette coordination. On ne traite pas avec les gens en tant qu'appartenance religieuse. On traite avec eux en tant que citoyens. Bien sûr, oui. Non, mais je veux dire, dans ce poste regardez, même les centres. Je vous dis, moi, je suis originaire, comme je vous l'avais déjà dit, du sud Liban. Il y a toute la composante de la société libanaise dans ma région. On a là-bas 6 centres. Un centre à Kfarchouba chez les sunnites, à Fardis chez les druzes, à Marjaoun chez les chrétiens, à Blessak chrétien et druze, à Khiyam chiite et chrétien. Et récemment, on a ouvert un grand centre à Arkoub, à Kafar Hamam, qui dessert 14 villages où il y a toutes les composantes de la Ménou. Et là, on a ouvert, après, là, on a un centre en Roumanie et Shia. Vous savez, en Roumanie et Shia, ça symbolise le début de la guerre civile, un quartier chrétien, un quartier musulman. Et on a là-bas 3 centres en Roumanie. M. Macron a visité ce centre en Roumanie. Et là, on a fait, il y a un conflit entre les sunnites et les chiites. On a un centre à Ersal, un grand centre à la frontière syrienne. On a 60 staffs là-bas. Et Daesh voulait incendier le centre. Le centre a été protégé par la population. C'est une leçon pour tout le monde. Quand vous travaillez sans discrimination, les gens vous protègent. Et maintenant... C'est extraordinaire, ça. Oui. C'est comme ça que ça devrait se passer partout. Oui, et là maintenant, pour donner encore un sens à la citoyenneté au Liban et ailleurs, au moment où il y a un retour à l'appartenance identitaire et primaire au Liban et dans le monde arabe, on a, après l'explosion du port, on a ouvert un grand centre à Ashrafieh, ça c'est les fiefs de chrétiens là-bas, un grand centre. On a ouvert 2 centres chez les Arméniens à Bourj Hamoud. On a ouvert un 3e centre en Roumanie. On a une clinique mobile au port, là où il y a l'explosion. À Marm Khaïl, au centre-ville aussi, et Ashrafieh pour les personnes âgées. Au moment où chacun parle de son appartenance identitaire, nous, on va vers les citoyens et même vers l'être humain. Oui. Et justement, ça c'est le sens pour lequel on a créé Amel international sous la feuille de route de 5 points. 5 points, la feuille de route. Vous savez, vous, en Occident, quand vous dites action humanitaire, c'est l'urgence. Chez nous, c'est l'urgence, tout ce qui est en rapport avec l'être humain. C'est l'urgence, c'est les services, c'est le développement et c'est l'advocacy. Premier point, toute action humanitaire qui ne travaille pas sur le terrain avec les couches vulnérables et populaires, ce n'est pas une action humanitaire. Il n'y a pas de démocratie sans développement. La mère qui n'a pas du lait pour son enfant ne peut pas parler de grandes causes. Deuxième point, toute action humanitaire qui ne soutient pas les causes justes de peuple, et en premier lieu la cause palestinienne, ce n'est pas une action humanitaire. Troisième point, il faut lutter contre le double standard. Vous savez, si quelqu'un est blessé à l'endroit à Paris, tous les médias en parlent. Nous, dans le monde arabe, chaque jour, il y a des centaines qui meurent en Irak, en Syrie, en Palestine, au Yémen. Et notre vie ne compte pas. Quatrième point, il faut lutter pour une répartition de richesses.
Vous savez, au Liban, on a 0,3, 8000 personnes possèdent la moitié du Liban, et sur le plan universel, 20% possèdent 80% de richesse, et Oxfam, ils ont fait un rapport. 26 personnes dans le monde possèdent la moitié de la richesse du monde. Regardez où on va. Dernier point, il faut lutter pour un état de justice sociale où le secteur public doit superviser le secteur privé qui cherche le profit. Et nous, société civile, on doit constituer un groupe de pression pour corriger les politiques existantes en faveur de couches populaires et vulnérables. Et Amel joue le rôle de catalyseur. On est accepté par tout le monde. Maintenant, on a Amel France, Amel États-Unis, Amel Suisse, Amel Belgique. En Afrique, maintenant, en Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Éthiopie et Sri Lanka. On donne un modèle dans le monde, comment traiter selon des valeurs humaines et un monde plus juste, un monde plus juste et plus humain, et non pas ce qui se passe maintenant, ces doubles standards où il y a la majorité de l'argent est accumulé dans une région et les autres. Et même pour les vaccins, hier je parlais à Lyon de ça, regardez, il y a 100 pays qui n'ont pas été encore vaccinés contre le Covid-19. 100 pays, c'est quoi ça, cette discrimination? Merci. Alors, les auditeurs savent que sur la question de la vaccination, j'ai une opinion complètement différente. Oui, je sais. Et voilà, on ne va pas en parler ici. Je connais. Je voulais parler vite fait, donc votre rapport avec Grenoble, il a commencé dans les années 60, mais ensuite, avec Humacop, Joseph Dato et ses nombreux collaborateurs et collaboratrices, Joseph Dato, qu'on a interviewé il y a 2 ans pour une émission sur le monde arabe et puis sur la Russie. Comment s'est créé ce partenariat? Et pour finir, je voulais demander comment on peut aider Amel au Liban, faire connaître, et puis on va quand même montrer le livre, avant d'oublier, un médecin libanais engagé dans la tourmente des peuples, les choix difficiles. Voilà. Oui. Voilà. Donc on commence par le rapport avec Humacop, hein, et la façon d'aider Amel. Vous savez, maintenant on dit qu'on vit dans un village planétaire. Et maintenant les informations circulent rapidement. Et il faut qu'on travaille ensemble. Dans mon bureau, je mets un slogan « Partenaire et non tuteur au mandataire ». Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on crée des partenariats d'égal à égal. Et lutter contre la culture néocoloniale, qu'on vient nous apprendre comment il faut travailler. Et justement, ces modèles qui viennent du sud vers le nord, qui viennent de l'Occident vers de l'Orient vers l'Occident, comment on travaille ensemble. Monsieur Dr Joseph Dato, c'est un grand militant, on se connaît depuis de longues années, même quand il était un médecin du monde, et on est fiers de travailler avec beaucoup de partenaires en France et ailleurs. Et ici, ils ont pris l'initiative avec Dr Guy et d'autres amis de créer Amel France, il y a 10 ans à peu près, et maintenant ça se développe beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis ici, moi, pour collaborer ensemble, comment développer notre action. Ici en France, nous, on va ouvrir des centres dans les quartiers populaires. Ici en France, ça c'était les modèles. Aux États-Unis, quand il y a eu au mois de février la tempête, on a distribué, nous, de l'aide aux familles vulnérables américaines. On donne un nouveau modèle, au lieu que l'Occident aille nous aider chez nous, nous on vient et avec la culture de solidarité et non pas de la charité. C'est un nouveau phénomène qu'on développe. Dans ce monde ensemble, il faut qu'on travaille pour, comme je l'ai déjà dit, un monde plus juste et plus humain. C'est malheureusement les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent dans le monde et les fossés s'élargissent entre eux. On ne peut pas continuer comme ça. Avec l'application de l'économie du marché et l'affaiblissement de l'État-providence, même en Occident, on voit le nombre de mendiants, là, quand vous arrivez à la gare ici, vous voyez tout ça, à Paris, à Rome et partout. Alors, qu'est-ce que ça va être dans les pays où il n'y a pas d'état de droit comme chez nous? Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Ce monde géré par le capital, il faut qu'il y ait des États qui travaillent pour les êtres humains, pour les citoyens, et traiter d'égal à égal, on travaille ensemble. Et justement, Amel donne maintenant un modèle dans le monde. Et malheureusement, dans l'humanitaire, cher ami, il y a une tendance d'aller vers le professionnalisme, d'aller vers la technicité, d'aller vers la charity business. Et moi, je parle de bongos, business oriented
non-governmental organization. Il y a une armée maintenant de gens qui travaillent dans les ONG, qui cherchent le salaire, les loyers de leur appartement, les voyages, et qui partent dans les hôtels de démocratie au moment où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. C'est le sens pour lequel notre slogan « Il n'y a pas de démocratie sans développement ». Et comme vous l'avez déjà dit, au Liban, effectivement, et un peu partout, il y a beaucoup de liberté, mais il y a très peu de démocratie. On va bientôt terminer. Une phrase de Régis Debray, que vous avez rencontré, qui vous avait dit « Vous m'avez rendu la confiance dans l'humanitaire ». Le Liban, c'est l'ancienne Phénicie. La Phénicie, c'est le pays du phénix, hein, cet oiseau qui renaît toujours de ses cendres. Donc, malgré ses nombreuses souffrances et sa capacité d'accueil, qui effectivement est assez extraordinaire, je pense que le Liban, une fois de plus, va se sortir de cette crise, de ces crises. Hein. Merci Kamel Mohana pour cet entretien. Donc, on rappelle votre ouvrage, Un médecin libanais engagé dans la tourmente des peuples, les choix difficiles, aux éditions chez l'Harmattan. Voilà. Hein. Merci beaucoup. Je peux un mot pour finir. Une blague pour voir. Allez. Et même deux blagues. Quand vous avez mentionné mon ami Régis Debray. Lui, il m'a raconté une blague sur le Liban quand il était au Liban chez nous. Et que j'ai raconté cette blague quand on a fait une rencontre des politiciens libanais avec Bernard Kouchner, quand il était ministre des Affaires étrangères, à la Celle Saint-Cloud en 2008. Alors j'ai commencé mon intervention par raconter cette blague. C'est quoi la blague? Dieu créa le jour, Satan créa la nuit, Dieu créa le mariage, Satan créa le sexe. Dieu créa un Libanais, Satan créa un autre Libanais. Mais ma blague à moi, il paraît que Adam et Ève sont des Libanais. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient sans eau, sans électricité, ils volaient des pommes et ils croyaient qu'ils sont au paradis. Ok. Ok. C'est important, l'humour, ça peut être salvateur. Merci beaucoup. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis, et à Kamel Mohana et à toute l'équipe d'Amel France, Amel Liban, Humacop, pour ces actions magnifiques, pour les fréquenter depuis 6 ans maintenant. Je peux dire à quel point le respect des populations, de l'interculturalité et l'intégration humanitaire dans les milieux qui le reçoivent est important, et ça aussi c'est un facteur de paix très important. Merci beaucoup et à bientôt. Merci cher ami, merci.